Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et à 7h42, notre invité, c'est Benoît Cœuré, ancien membre du directoire de la Banque Centrale Européenne et chargé par le gouvernement de faire un petit peu le bilan de ce quoi qu'il en coûte. Ça fait 1 an que ça dure. Bonjour Benoît Cœuré. Bonjour. Alors, c'est intéressant votre rapport d'abord parce qu'il a été, quand on voit ses membres, les membres de la commission que vous présidez, c'est vraiment très très varié comme origine politique, syndicale. Donc ça vous assure une forme de neutralité. Et le bilan que vous faites, c'est bien ce qu'a fait la France, mais c'est dans la moyenne européenne. Il n'y a pas d'effet waouh, alors que souvent on se targue en France d'avoir été les meilleurs, les plus réactifs. Vous dites non, on a bien fait, mais c'est pas spectaculaire. Alors c'est un peu mieux que ça, bon. Quand même. Bon, d'abord effectivement, vous avez raison de le souligner, la méthode est vraiment nouvelle. C'est-à-dire d'ailleurs c'est le Parlement qui a créé ce comité parce qu'il voulait une évaluation indépendante. Il y a des parlementaires de toutes les sensibilités, il y a toutes les organisations paritaires représentatives. Il y a les régions, les villes, les départements. Donc vraiment c'est très inclusif. Et on a développé aussi une méthode originale puisqu'on a constitué une base de données où on a 3,7 millions d'entreprises qui nous permet de dire des choses très très précises sur l'utilisation des aides. Et sur le diagnostic, oui, c'est vrai que la France est dans la moyenne européenne, mais aussi en termes macroéconomiques. Donc c'est normal. La France a été affectée un peu comme la plupart des autres pays, ni plus ni moins, et moins que certains. Mais plus que d'autres, plus que l'Allemagne. Plus que l'Allemagne, voilà, mais moins que le Royaume-Uni, par exemple, si on considère que le Royaume-Uni est dans l'Europe. Et vous dites que nous, on a quand même mis en place beaucoup d'outils. Souvent, nos amis et concurrents ont mis l'accent sur 1 ou 2 outils. Nous, on en a au moins 4, quoi. 4 grands. Voilà. Alors, mais ce qu'on dit aussi, qui est vraiment très positif, et je crois que c'est un avis qui est partagé. Le rapport n'engage pas le comité parce que c'est un rapport d'étape, mais enfin, on en a beaucoup discuté. Il y a d'une part le fait que l'administration a été efficace. Bon, je pense que ça mérite quand même d'être dit dans un monde où on reproche beaucoup aux administrations. Les entreprises le disent beaucoup. Elles disent quand même, on a été impressionnés. Le gouvernement était au rendez-vous. L'État était au rendez-vous. Le Parlement en votant les mesures, l'État en les mettant en œuvre, tous les opérateurs, la Banque publique d'investissement, etc. Et les banques. Et ça a été déployé vite et bien. D'une part, et d'autre part, effectivement, c'est un dispositif qui est très diversifié. Il y a une sorte de boîte à outils qui a permis aux entreprises, en fonction de leurs besoins, de leur taille, de leur spécificité, de recourir à des instruments différents. Et on est moins spécialisé, on n'a pas de dispositif phare comme ont certains autres pays. Donc c'est un dispositif qui est pluraliste, c'est un couteau suisse. Il y a une multiplicité donc des outils, mais finalement on se rend compte à votre lecture que les entreprises n'ont pas pioché ça et là, mais sans finalement prendre la globalité. Non. Alors ça, c'est effectivement, on a un début de diagnostic sur les effets d'aubaine, donc on va affiner, parce que le rapport final sera en juillet, mais où on a tout un faisceau d'éléments qui montrent que les entreprises n'ont pas abusé, je peux m'exprimer comme ça. D'abord, très peu d'entreprises ont recouru à 3 ou 4 des principaux dispositifs. On rappelle les prêts garantis par l'État, le chômage partiel. Donc prêts garantis par l'État, chômage partiel, activité partielle, report de charges fiscales et sociales, et puis le fonds de solidarité, bien sûr. Et les entreprises ont choisi le dispositif qui était le plus adapté à leurs besoins. On trouve aussi, quand on regarde vraiment les données, que les dispositifs n'ont pas bénéficié plus que de raison aux entreprises zombies, c'est-à-dire ces entreprises qui ont du mal à couvrir leurs frais financiers, et ni aux entreprises les moins profitables. Donc on a une sorte de diagnostic un peu impressionniste, mais qui montre que les effets d'aubaine ont été limités. Oui, mais il y a quand même des bémols dans votre rapport, très intéressant. Et vous dites que l'ampleur de la récession se situe dans la moyenne pour la France, mais que le taux de marge des entreprises, le taux d'endettement, c'est beaucoup plus dégradé qu'ailleurs, et que la balance des paiements courants aussi, c'est plus dégradé qu'ailleurs. Pourquoi ? Oui. Alors la balance des paiements, vous savez que c'est aussi le reflet d'une demande intérieure qui a peut-être un peu mieux résisté qu'ailleurs. Donc on peut toujours voir le bon côté des choses, mais on part d'une situation où les comptes extérieurs de la France ne sont pas bons, d'une manière générale, et son commerce extérieur non plus. Mais c'est vrai que par exemple, vous parlez des importations, mais en matière d'exportation, on a plus décroché que d'autres pays. Oui, c'est vrai. Comme si on avait jeté l'éponge parfois. On a été très impacté par le ralentissement européen et international, oui, plus qu'on aurait pu le penser, puisque c'est un choc qui touche d'abord les secteurs des services.
contrairement aux récessions habituelles. On aurait pu penser que les exportations seraient plus épargnées, mais pas du tout. Et puis alors le taux de marge, effectivement, ça c'est un peu préoccupant. On a un taux de marge qui était déjà pas très bon dans la moyenne européenne, qui baisse encore de plus de 3%, de plus de 3 points, alors qu'en Allemagne, par exemple, il baisse de 1 point. Comment vous l'expliquez ça ? On a un peu de mal à l'expliquer. Ça pourrait vouloir dire que les dispositifs ont été pas assez généreux, puisqu'après tout, il y a une composante de subvention dans ces dispositifs. Donc ça pourrait refléter par exemple le fait que le Fonds de solidarité a démarré très très doucement. Il a été très restrictif au début. Il s'est complètement adapté, donc il n'a plus rien à voir aujourd'hui. Oui. Mais tout le début et de l'année 2020, notamment le premier confinement, on avait un fonds de solidarité qui était moins généreux qu'ailleurs. Il y avait beaucoup de trous dans la raquette. Voilà, il y avait beaucoup de trous dans la raquette qui ont été comblés, mais seulement progressivement au cours de l'année 2020. Est-ce que... Oui. Pardon, sur la marge donc des entreprises, il y a aussi une dette plus lourde. Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un rattrapage des défaillances, d'une vague de faillites dont on parle régulièrement ? Oui, il faut s'en inquiéter. Alors c'est pas... Je pense que c'est bien compris et intégré par les pouvoirs publics. C'est vrai que quand on regarde l'augmentation de la dette des entreprises en 2020, on a plus 217 milliards de dettes des entreprises, dont 200 milliards sont placés sur leur compte en banque. Donc la dette nette n'augmente que de 17 milliards, mais elle part d'un niveau qui est beaucoup plus élevé en France qu'ailleurs. Et ça, c'est un facteur de préoccupation. Et puis, évidemment, on sait que les défaillances ont été un peu suspendues pendant cette crise. Il y aura un rattrapage à partir de l'été. La question, c'est est-ce que c'est seulement un rattrapage ou une poussée très forte Et dans ce cas-là, il faut des outils pour anticiper ça. Mais je crois que le gouvernement en est conscient, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait avec Nicolas Dos et Jean-Marc Daniel de ce bilan. Et Nicolas, vous avez remarqué avec raison d'ailleurs que ça c'est un bilan macro, mais qu'au niveau micro, il y a beaucoup d'entreprises qui continuent de nous dire, et c'est pas que des râleurs, c'est que par rapport aux pertes qu'ils ont endurées, ils sont très loin d'avoir été compensés par l'État et qu'ils sont en grande difficulté parce que les mécanismes n'étaient pas adaptés à leur situation. Il y a des retards, ils n'ont pas eu de réponse, ils n'ont pas eu de prêts garantis. Alors je crois qu'il y a deux choses. Les prêts garantis, moi, je modérerai ce diagnostic. Je pense qu'il y a le taux de refus des PGE est quand même très faible. Donc là, je vois pas de problème. Bien sûr, il y a toujours. On parle de millions d'entreprises. Il y a toujours des problèmes, mais je vois pas de problème systémique ici. En revanche, c'est vrai que sur le fonds de solidarité, par exemple, au début, il était trop restrictif et du coup, il y avait beaucoup de trous dans la raquette. Ça a été corrigé dans la montagne, dans différents secteurs, etc. Dans les secteurs touchés indirectement, on le sait. Et puis, il y a eu cette grande réforme où maintenant le fonds de solidarité est calculé en fonction des coûts fixes. C'est économiquement une bonne réforme, mais ça ajoute de la complexité. Et ça ajoute pour Bercy la nécessité de faire plus de contrôles, qu'ils font d'ailleurs. Avec les effets de seuil aussi. Qui sont... Voilà, des effets de seuil, des contrôles et donc des versements qui sont beaucoup plus longs. Donc on est un peu entre... Il y a un décalage peut-être. Voilà, on est un peu pris entre le marteau et l'enclume. Là. Soit c'est très simple, mais dans ce cas-là, il y a des trous dans la raquette. Soit ça essaie d'être universel, mais dans ce cas-là, ça devient complexe. Il y a des contrôles et des délais. Une dernière question, Benoît Cœuré, parce que vous êtes aussi chargé donc, par la BRI de réfléchir à l'avenir des crypto-monnaies officielles, souveraines. Depuis que vous avez commencé à réfléchir, il s'est passé beaucoup de choses. Le développement des crypto-monnaies, la flambée du Bitcoin et des autres. Il y a quelques années, pardon de ressortir cette phrase, mais vous disiez que le Bitcoin était une émanation maléfique de la crise financière. Oui. Vous êtes toujours d'accord avec ça ? Oui, non, mais ce que je voulais dire à l'époque, c'était que le Bitcoin m'a manifesté un phénomène de défiance face à la finance et face à la régulation de la finance, qui montrait qu'on n'avait pas tiré toutes les leçons de la grande crise de 2009. Et on voit cette défiance. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas une défiance par rapport à des monnaies souveraines qui sont émises à l'infini par les banques centrales ? Non, je crois pas. Ce qu'on a vu, il y a effectivement une accélération très forte de cette réflexion partout dans le monde, en Chine, en Europe et même aux États-Unis, qui ont mis plus de temps à venir, mais qui maintenant y réfléchissent. Et il y a deux choses. D'une part, les banques centrales, maintenant, je crois, ont compris qu'il faut s'adapter à la technologie, et donc il y aura des monnaies numériques de banques centrales. C'est pas forcément une révolution. Je veux dire, c'est juste une nouvelle étape technologique. De même qu'on est passé pour les billets du papier au plastique.
on suit la technologie, c'est normal. Et l'autre évolution qui est plus, je pense, qui a beaucoup de promesses, mais qui est peut-être un peu dangereuse, c'est toute cette finance qui est en train de se créer autour du blockchain, ce qu'on appelle en anglais le DeFi, la finance décentralisée. C'est très intéressant, c'est très dynamique, il se passe beaucoup de choses, mais il faut bien le dire, c'est pas régulé. Donc on a une nouvelle finance de l'ombre, un nouveau shadow banking qui est en train d'émerger. C'est très intéressant potentiellement pour l'investisseur et le consommateur. Ces blockchains qui et puis ces bitcoins qui sont minés par des super ordinateurs avec une durée, en tout cas une quantité limitée, c'est intéressant. Mais c'est un facteur de progrès parce que c'est plus rapide, c'est probablement moins cher, donc c'est le progrès technique, mais en même temps il va falloir concevoir la régulation qui va avec, et ça c'est juste en train de commencer. Vous avez avancé sur votre mission ? Oui, tout à fait. On a des expériences grandeur nature, très concrètes. Et j'ai des équipes à Hong Kong, à Singapour et à Zurich qui travaillent là-dessus. Oui, tout à fait. On vous réinvitera spécifiquement sur les crypto-monnaies souveraines. Merci beaucoup, Benoît Cœuré, d'avoir été avec nous.